France. Alors on me dit quand même dans mon oreillette que je n'ai pas, mais les informations me parviennent, que d'autres sources, d'autres sondages sortis des urnes, donneraient Valérie Pécresse en tête sur Paris-Île-de-France d'une très très courte tête. Voilà, comme ça je prends le même risque que vous, celui de me faire engueuler, mais en fait la vérité pour l'instant est que... Donner la voilà, bonne information. la vérité est qu'à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à 21h, personne n'en sait rien. Voilà. Donc la droite, les Républicains face au Front National et puis la situation des Républicains tout court. Jean-Baptiste Blanc, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai rencontré tout à l'heure, vous m'avez dit bonsoir, c'est moi l'invité de droite de Mediapart ce soir, donc je vous le confirme. La Libye. Voilà, vous êtes vice-président des Républicains au Conseil départemental du Vaucluse et vous êtes élu à Cavaillon. Marine Turki. Bonsoir Jean-Baptiste Blanc. Alors c'est vrai que Christian Estrosi ce soir gagne largement, mais je voudrais, avant de vous poser ma première question, revenir sur 2-3 chiffres de la semaine dernière. Dans votre département, le Vaucluse, le FN récolte 2,5 fois de plus de voix que la droite. Pareil dans les Bouches-du-Rhône, alors que vous avez conquis en mars le conseil départemental, que vous détenez la moitié des grandes villes de ce département. Dans les Alpes-Maritimes, qui est quand même le département de Christian Estrosi, qui est le département qui a donné le meilleur score en 2012 à Nicolas Sarkozy, devant même les Hauts-de-Seine, Christian Estrosi n'avait que 33 voix d'avance sur le Front National. Alors ma question est la suivante, est-ce que finalement, malgré cette victoire d'Estrosi ce soir, la PACA n'est pas déjà une terre perdue à l'extrême droite ? Sans doute, c'est ma position. Pour moi, il y a urgence absolue. Ce n'est pas la victoire de ce soir qui va changer la donne. Je m'en réjouis, bien entendu. Je me réjouis que ce Front républicain, même si c'est un mot compliqué, tabou, ait fonctionné. Si je fais un peu de politique, c'est peut-être la stratégie des Républicains qui a fonctionné, puisque le nom Les Républicains a été fait pour ça, c'est-à-dire rassembler de manière la plus large. Ça, si je suis un peu politique. Mais si je le suis moins, si je suis plus observateur, pour moi, le problème est intact. Dans mon département, ce soir, Marion Le Pen est encore en tête. Dans ma ville, elle gagne 850 voix entre les deux tours. Dans les villages aux alentours, elle est à 60. Donc le mal est profond, il est viscéral et il est déjà très tard. Donc pour moi, c'est une victoire, pas en demi-teinte, mais victoire au goût amer. Alors, le problème numéro 1 de votre parti, en PACA, mais pas seulement, mais si on prend le cas de votre région, c'est quand même des divisions et une incapacité de se renouveler. La liste de Christian Estrosi, les listes de Christian Estrosi étaient quand même remplies d'apparatchiks quand Marion Maréchal Le Pen a réussi à débaucher des gens plus jeunes, des profils nouveaux, y compris dans vos rangs. Absolument, force est de le reconnaître, mais cette critique vaut pour la gauche aussi, hein, je dirais. Mais nous sommes des vieux partis, nous sommes donc vieillissants, nous sommes divisés, nous ne sommes pas renouvelés, alors qu'en face, oui, ils sont en train de faire du RPR années 90. Il n'y a qu'à voir la page Facebook de Marion Le Pen. 300 000 personnes la suivent, et au soir du premier tour, 110 000 personnes ont liké, évidemment que des jeunes. Voilà, donc les classes populaires, les jeunes, et chez nous, les vieux partis divisés. Voilà. Alors les vieux partis divisés, c'est quoi à l'échelle de PACA ? Nous avons des maires très implantés, très anciens, à Marseille, à Aix, voilà. Et après, c'est compliqué, difficile de dire ce qu'il y aura après. Dans mon département, c'était Marie-Josée Roig, c'était Thierry Mariani, et depuis, plus grand-chose. Plus grand-chose, si ce n'est quelques élus dont je fais modestement partie, qui essaient de survivre. Et de survivre à quelles conditions ? Ça se joue là. Alors qui vote pour nous ? Un électorat vieillissant aussi. Et c'est bien ça le problème. Alors c'est pour ça qu'on fait 16, la gauche 17, dans mon département, qui est le Vaucluse, qui est un département très à part. Je précise que je profite de cette tribune pour dire qu'on en a l'image du Festival d'Avignon, on en a l'image du Luberon, du Ventoux, l'image très heureuse et très belle, ce qui est le cas, mais qui cache la réalité. La réalité, c'est celle du 7e département le plus pauvre de France, 20 000 Vauclusiens au RSA, le plus faible taux de diplômés en France. Enfin, je pourrais vous donner des chiffres comme ça toute la soirée. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une agriculture très riche et pas d'après. L'histoire d'après, nous ne l'avons pas écrite. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas eu de chef, nous ne sommes pas renouvelés, nous sommes donc vieux, fatigués. Je me souviens de l'ancienne assemblée départementale, celle qu'on avait de 2008 à 2014. Sur 24 élus, on était 2 à avoir moins de 50 ans. Il y avait 3 femmes, dont 2 d'extrême droite. On ne peut pas dire que ça représente les femmes, si on peut dire. 0 issus de l'immigration, au moins le problème est réglé. Et on devait être 2 à avoir une activité professionnelle, sur 24. Voilà.
Qu'est-ce que cette assemblée départementale-là pouvait avoir comme sens des réalités? En quoi était-elle représentative? En rien. Je me souviens, un seul exemple, l'université d'Avignon était bloquée pendant 6 mois au moment des lois Pécresse, celle qui va gagner, vous allez voir. Non, mais voilà, 6 mois de blocage université. Au bout de 6 mois, cette assemblée vieillissante, cette espèce de Rotary amélioré, j'ai rien contre le Rotary, mais enfin, En voilà. 2012, par exemple, il y C'est avait quand dit, même... on pourrait se réveiller, voilà. Mais en 2012, par exemple, je pense à celui qui qui est encore là maintenant le patron de la droite dans le Vaucluse, Jean-Michel Ferrand, Oui. qui nous disait en 2012, à la veille des législatives à Mediapart, il n'y aura pas d'effet Le Pen. Son adversaire, c'était Marion Maréchal Le Pen en 2012. Il n'y aura pas d'effet Le Pen. Moi, je suis élu depuis 5 ans. J'ai été élu 5 fois, pardon, puisque depuis 86, il était élu à Carpentras. J'ai rendu des services, je suis connu et reconnu, je suis ancré localement. Il a été balayé par Marion Maréchal Le Pen et tout ce personnel à droite est encore en place, n'a pas été renouvelé. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus un peu une naïveté de l'appareil de droite dans votre région? Mais ça, c'est un problème de parti politique en général. C'est-à-dire le fait de ne pas se renouveler et de ne désigner que des apparatchiks qui ne représentent plus rien. Effectivement, alors Jean-Michel Ferrand n'a pas tous les torts de la Terre. C'était même un des meilleurs élus de France à un moment donné, c'est-à-dire de 86 jusqu'à ce qu'il perde. Pourquoi? Parce qu'il faisait son travail d'élu local. Alors après, on n'aime pas son style, c'est un autre débat. Mais le fait est qu'il a été battu par Marion Le Pen, qui aujourd'hui est apparue comme beaucoup plus branchée. Voilà. Elle l'a ringardisé, comme elle a failli ringardiser Christian Estrosi, parce qu'elle a 25 ans, qu'elle est jolie, sympathique, apparemment intelligente, même si je souhaite qu'on ait ce débat-là, cette image-là ne doit pas cacher la réalité, qui est celle d'une extrême droite beaucoup plus dure que celle de sa tante. Il faut qu'on en dise un mot tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que... Alors Jean-Michel Ferrand, il incarne aussi une stratégie qui est celle qu'on appelle souvent la stratégie Buisson, qui est celle aussi qui était celle de la droite populaire à laquelle il appartenait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dessus un échec énorme de cette stratégie dite de droitisation, stratégie Buisson, peu importe le nom qu'on lui donne, mais qui consiste en gros à reprendre un grand nombre de thèmes du Front National, un grand nombre de propositions du Front National, et on sait bien que les électeurs préfèrent, comme on le dit souvent, l'original à la copie. Est-ce que ça là-dessus, la région PACA et la droite en PACA n'incarnent pas cet échec de cette stratégie? Oui et non. Alors oui, vous avez raison, parce que ce n'est pas la bonne stratégie, la preuve, les scores que nous faisons. En même temps, vous savez, nous sommes obligés de nous livrer à cet exercice, parce que nos propres militants, ou le peu qu'il en reste, nous pouvons les garder que si nous tenons ce discours dur là. Voilà. Je me souviens, au moment des élections départementales, avoir passé mon temps, ce n'était pas très heureux de ma part, mais à parler de répression, de la fraude en ce qui concerne le RSA. Là, dernièrement, à parler de suspension des mesures d'accueil des réfugiés syriens dans les HLM du Vaucluse. Si nous ne faisons pas ça, nous n'avons définitivement plus aucun militant. Pour autant, ça ne suffit pas du tout, puisqu'il faut bel et bien rassembler. Rassembler au deuxième tour. Alors rassembler qui? Rassembler ceux que je qualifierais de FN latents, c'est-à-dire qui ont cette espèce de colère sourde, qui ne s'expriment pas forcément, et qui ne s'expriment pas forcément pour l'instant, quoique, par un vote. Ces 20%-là, il faut les capter. Et nous ne pouvons les capter que parce que nous investissons du matin au soir sur le terrain tout au long de l'année. Voilà. Il y a un électorat là qui dit tu es sympathique, je te vois avec nous toute la semaine sur le terrain, donc je vais faire exception, je vais voter pour toi. On arrive à se sauver grâce à cette catégorie-là d'électeurs. Et puis après, il y a les électeurs de gauche, il faut le dire aussi, qui au deuxième tour viennent nous sauver pour l'instant. Voilà. Mais il faut savoir leur parler, à mon avis. On ne reproduira pas les miracles tels que nous les voyons en mars et ce soir, ad vitam aeternam. Il va falloir avoir une vraie approche, là aussi, en ce qui concerne l'électorat de gauche. En tout cas, dans ce mariage à 3, il y en a un en trop. Moi, j'ai bien peur que ce soit ma famille, en tout cas, vu de chez moi. L'échelle nationale, on verra bien. Depuis plusieurs années, le Front National est en train d'aspirer, pas seulement vos électeurs, mais aussi vos cadres intermédiaires, vos petits élus, en leur offrant des postes, on le disait tout à l'heure, que d'autres grands partis ne leur offriraient pas, une ascension politique, une carrière, des possibilités de carrière qu'on ne leur offre pas ailleurs. Vous avez par exemple le cas de Franck Alizio, qui était responsable jeunes actifs à l'UMP et qui a été débauché par Marion Maréchal Le Pen, qui lui a fait une place sur sa liste. Vous nous aviez raconté à Mediapart justement comment s'était fait le débauchage de ce jeune élu UMP. Est-ce que vous pouvez peut-être le re-raconter et nous raconter pourquoi, aujourd'hui, elle a réussi à être plus attractive que votre parti?
Oui, la nouveauté depuis le mois de mars, alors je précise que le mois de mars, dans mon esprit, c'est les élections départementales. La nouveauté, c'est bien celle-là, la porosité, et ensuite une parole publique qui s'est libérée. On dira peut-être un mot aussi sur ce qui concerne les sujets de société, IVG ou certaines subventions culturelles. Voilà. Mais là, si nous disons un mot sur la porosité, oui, tel est le cas. Je la niais auparavant, je la constate maintenant fortement. C'est-à-dire qu'il y a des bataillons de militants et de jeunes trentenaires et quadras qui filent au Front National parce que c'est très attractif. Je précise d'ailleurs que ce soir, c'est une lecture qu'il faut avoir, à savoir qu'il faut se poser la question de savoir si le Front National est arrivé à séduire des électeurs républicains au deuxième tour. Vous voyez dans ma ville, oui, puisqu'ils augmentent leur score. Au mois de mars aussi, Cavaillon, mais probablement dans tout le reste du département. Donc ils arrivent à séduire. Alors, comme ils arrivent à séduire, évidemment, les vannes sont ouvertes. Et là, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que tous ceux... Comment ils séduisent? Comment sont approchés des militants, des élus? Comment ça se fait concrètement? Déjà, il y a des dialogues, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se parlent, et qui se parlent beaucoup plus entre droite et extrême droite dans cette région qu'ailleurs, par exemple. Vous savez, déjà, ils ont des mandats. Dans mon département, au nord du département, je situe pour les Parisiens Orange, le débat électoral se situe entre l'extrême droite et l'extrême droite, c'est-à-dire entre la Ligue du Sud et le Front National. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, en tout cas pour l'instant. Au centre du département, Marion Le Pen a donc gagné à Carpentras aux législatives. Elle a installé son suppléant comme conseiller départemental à Carpentras, son assistant parlementaire à Monteux dans la banlieue de Carpentras, et puis Joris Évrard, l'emblématique maire du Pontet, dans la banlieue d'Avignon. Tout ça, Front National. Même Avignon, qui est supposé être plus bobo, quartier, se met à voter Front National, puisqu'elle a voté à 38% pour le fameux Lotio, qui vient de Levallois-Perret, qui est un RBM, on ne sait plus, mais enfin, en tout cas, il se vend comme FN Light amélioré, je ne sais plus trop, mais enfin 38, même dans une ville bobo, 38. Et on résiste dans le sud, chez moi, le sud du département, c'est-à-dire Cavaillon, Lys-sur-la-Sorgue, Apt, Pertuis, donc le Luberon pour les Parisiens. On résiste à ces conditions-là, c'est-à-dire il faut que je sois très implanté, que je sois très à droite, que je rassemble à gauche, vous voyez, une espèce d'équation impossible. Mais pour répondre à votre question, c'est qu'ils ont des mandats, donc maintenant ils ont des tribunes. Et ces tribunes, ils les utilisent. Moi, je constate qu'il y a au département des élus départementaux du Front National extrêmement présents, qui vont dans tous les dossiers, qui captent la parole en séance publique et qui vont sur le terrain partout. Office départemental d'HLM, les collèges, et à chaque fois avec un discours extrêmement travaillé. Alors, très facile, là, d'attraper une nouvelle clientèle, donc des professeurs par-ci, par-là, des quadras apparatchiks ex-républicains qui n'ont pas trouvé de place dans un cabinet ou dans un conseil municipal, un peu frustrés, et qui voilà la possibilité de rebondir. Très simple pour eux. Et comme pendant ce temps-là, nous sommes vieux, divisés, et que nous ne travaillons plus, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'idées, il faut bien voir que la droite est une langue morte ce soir. Nous n'avons plus d'ossature idéologique. Alors ça veut dire quand même qu'un élu aujourd'hui, un petit élu ou un cadre de droite, préfère aller au Front National sur une liste avec des identitaires, parce qu'il y avait plusieurs identitaires, je pense à Philippe Vardon, sur les listes de Marion Maréchal Le Pen, il préfère aller avec les identitaires plutôt que de rester militer dans le parti de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Bien sûr qu'il y a un problème, mais ils sont très attractifs. Et nous, nous représentons plus grand-chose. Travaillons pas assez, ne proposons pas des idées. Vous savez, c'est même plus une affaire d'idées. On nous juge sur notre capacité à être sur le terrain et à apporter des réponses concrètes. C'est bien ça le problème aussi, c'est que ça ne représente plus des idées. C'est qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont plus à droite, qui ne sont plus à gauche, qui ne sont pas forcément d'extrême droite, ou qui sont à l'extrême droite, qui disent « je ne suis pas fasciste, je ne suis pas raciste, je veux juste des mesures de bon sens ». Voilà. Alors, est-ce que les élus locaux que nous sommes, nous apportons des réponses de bon sens? On va être noté à ça. Il se trouve qu'on n'est pas très nombreux à le faire à ce jour. Mais alors vous me disiez que vos réponses, ce sont des résultats et des propositions pragmatiques. Dans un pragmatisme, oui. Vous me citiez l'exemple des paraboles ou des dégradations dans les cages d'escalier dont se plaignent vos électeurs. Et quelle réponse vous leur apportez? Quel est votre discours concret sur le terrain? Vous savez, ça c'est un vrai sujet en France, qui est le sujet du logement social. Et le fait que ces logements sociaux, pour plein de raisons, dont la dernière qui est très louable, qui veut que le gouvernement impose aux élus locaux de construire, parce qu'il faut loger.
Le fait est qu'en imposant de construire à tout prix, on a oublié de réhabiliter le parc existant. Dans mon département, il y a 10 000 logements sociaux qui ont 40 ans, qui n'ont plus été réhabilités depuis lors. Moi, je pense qu'on a fabriqué de la haine, et pour parler clair, qu'on a fabriqué du FN, en abandonnant ces familles-là. C'est très concret. Donc là, je vais me battre à ma toute petite échelle pour obtenir une aide du département pour financer un plan d'ampleur, Marshall, peut-être exagéré, mais pour réhabiliter plusieurs milliers de logements. Il faut mobiliser 180 millions d'euros. Ce n'est pas facile par les temps qui courent, mais voilà le type de mesures concrètes qui peuvent dire, ah ben voilà, t'es pas de droite, t'es pas de gauche, je ne suis plus de droite, je ne suis plus de gauche, je ne crois plus en rien, mais je vois que ça c'est concret, tu t'es occupé de moi. Vous savez, on ne peut pas lutter contre ça. Ils nous disent, la droite on a vu, la gauche on a vu, mais eux on ne sait pas. Donc on veut goûter. On veut goûter. Et j'ai bien peur que ce soir, alors, tant mieux quelque part, hein, bien entendu, on aggrave encore cette frustration. Et d'autant plus avec cette colère de ces électeurs-là, d'une droite qui aurait été élue avec des voix de gauche. Donc dire, vous vous entendez, UMPS, mais pas que, c'est le système. Le système, c'est encore entendu. Moi, j'ai peur de ça ce soir. Alors, il y a d'autres cas de figure sur les élus de droite. Alors, il y a ceux, effectivement, on l'a dit, qui rejoignent l'extrême droite. Il y a ceux comme vous qui disent il faut des résultats, il faut être pragmatique sur le terrain. Mais il y a aussi ceux qui ont un jeu plus insidieux, qui est de quand même s'entendre en sous-main avec l'extrême droite, la Ligue du Sud ou le Front National, d'avoir des discussions. Ou alors ceux qui jouent la carte de l'hyper-proximité, la dépolitisation, on enlève les logos et on tape sur Paris et les Républicains à Paris. C'est le système D, il faut bien s'en sortir. On sent que nous sommes en pleine turbulence, nous sommes même menacés. Donc certains vont parler avec les extrêmes droites, d'autres se dépolitisent et disent qu'ils sont des élus locaux et puis c'est tout, et puis qu'ils rassemblent autour de leur personne. D'autres encore, je le vois, c'est une nouveauté. D'autres, c'est-à-dire de droite et de gauche, au-dessus de la mêlée, de bonne volonté, se parlent. C'est très nouveau. Ça, c'est dans l'optique de 2017, c'est dans l'optique des législatives, c'est dans une optique, pour l'instant, c'est dans une optique locale, simplement. L'idée consiste à dire, voilà, il y a un danger réel. Que pouvons-nous faire, nous, républicains, alors républicains au sens république cette fois, que pouvons-nous faire de concret pour montrer que nous ne sommes pas que des gens de parti, que nous sommes des gens de bonne volonté. Alors on liste des sujets de développement économique, par exemple, des sujets culturels qu'il faut sacraliser, sanctuariser, et qu'on essaie de défendre. Mais tout ça, c'est nouveau. En tout cas, c'est un des mérites, quelque part, de cette crise politique, que d'avoir suscité ces apartés. J'ai vu que dans la COP21, les apartés avaient peut-être sauvé le texte final. Alors, est-ce que les apartés dans le Vaucluse vont sauver la politique ? À l'inverse, les discussions qui s'établissent pour créer ce que certains appellent une union des droites en PACA, à quoi vous assistez là-dessus, vous, et qu'est-ce que vous répondez à ceux de vos collègues qui veulent créer une union des droites autour du Front National en PACA ? Alors peut-être faites-vous allusion à la droite bleu lavande qui s'est formée dans mon département. De Julien Aubert, effectivement. Bon, moi je ne suis pas du tout sous cette ligne-là, qui pour moi flirte trop avec les limites du tolérable. Eh bien, effectivement, il y en a qui dialoguent, qui veulent la réunion des droites. C'est ce que veut par exemple Valeurs Actuelles, certains médias, et qui est repris par certains élus locaux. Voilà. Et puis, c'est ce que veut aussi le Front National. Il veut, je vois au département, l'union des droites. Ils veulent nous montrer par leur vote qu'ils sont d'accord avec ce que nous faisons, le budget, les économies. Mais pourquoi pas ? Mais nous ne pourrons jamais les suivre sur des sujets de société sur lesquels ils veulent nous embarquer aussi. Ce qui fait qu'à mon avis, c'est impossible. C'est littéralement impossible. Alors, le fameux exemple de l'IVG, du planning familial, et du Festival d'Avignon et de la collection Lambert par ailleurs. Voilà, dont on parlera peut-être. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la collection Lambert ? Supprimer toute subvention pour la collection Lambert parce que c'est de la promotion de l'art dégénéré. Ils ont prononcé ces mots-là ? Les mots sont prononcés. Et ce que vous disiez à l'époque, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction de la droite dans le conseil départemental lorsque le Front National s'est prononcé pour l'arrêt de ces subventions. Oui. Très exactement. Vous voulez aider des milliardaires qui sont passionnés par de l'art contemporain dégénéré. Bon, voilà.
Mais ça ne suscite aucune révolte. Non seulement je vois dans mon camp certains qui disent « Ah, après tout, ils n'ont pas tort, voilà », mais je vois parmi les gauches un silence assourdissant aussi. Mais simplement parce que peut-être qu'ils ont perdu, que tout le monde a perdu la bataille des idées, l'ère du temps réac, que nous connaissons tous. Mais c'est quand même dramatique. Alors, en tout état de cause, il est impossible de dialoguer dans ces conditions. Vous savez, moi j'ai une vision très pragmatique de l'art. On ne va pas parler d'art ce soir, mais on n'aime pas, et l'art contemporain en particulier. Mais je constate que la Fondation Lambert, c'est 100 000 visiteurs chaque année à Avignon et dans le Vaucluse. Je constate qu'un jour du Festival d'Avignon, c'est 3 millions d'euros qui rejaillissent sur l'économie vauclusienne. C'est très concret. Donc il y a un poids économique de la culture. Donc ce n'est pas du tout là-dessus qu'il faut jouer. Le fait est que la fusion des droites que veut le Front National, il y a ce genre de blocage qui va l'empêcher. Donc il y en a qui dialoguent, il y en a qui la veulent, cette fusion. Il y a une toute petite minorité, mais vraiment très isolée, très esseulée, qui ne la veut pas. Voilà, j'ai été frappé par ça. Alors, ce n'est pas un discours anti-média que je veux tenir devant vous, du tout. Mais au mois de mars dernier, tous les sondages donnaient le Vaucluse au Front National, absolument tous, depuis un an. Il se trouve que par un miracle déjà, ça ne s'est pas produit. Le jour de l'installation, les mêmes médias sont venus, mais pour voir Marion Le Pen dans la tribune, pour voir si Marion Le Pen regardait les Bompard, parce qu'entre eux, les relations sont compliquées, cousin turbulent, paraît-il, mais pas un mot pour ceux qui avaient survécu. J'ai un collègue, Thierry Lagneau, maire de Sorgues. Il a battu Marion Le Pen au municipal dès le premier tour. TF1, 20h était là, pensant que Marion Le Pen allait gagner. Voilà. Eh bien, il n'a pas eu un seul micro le soir même. Ils n'ont interrogé qu'elle, et elle a parlé d'autre chose. Donc, vraiment, c'est difficile. Donc, les sondages et les médias installent l'idée d'un Front National assez victorieux dans le Vaucluse. Ce n'est pas mon discours, mais je constate qu'elle attire la lumière, elle attire les médias, et que pour les rares qui résistent, c'est très difficile. Très, très difficile. Vous restez avec nous, Jean-Baptiste Blanc-Marine, merci beaucoup. Il est 21h25, on va reprendre ce débat avec deux invités supplémentaires sur comment reconstruire une droite en pleine crise, mais peut-être qu'Hubert Huertas en sait un peu plus sur les deux régions qui étaient encore très indécises, et puis sur Paris-Île-de-France, où on ne savait quasiment rien. Hubert. Oui, écoutez, sur Paris-Île-de-France, au moment où je parlais, c'est-à-dire tout à l'heure à 10h moins 3, je disposais d'une évaluation de la part d'un institut de sondage, et c'était l'IFOP qui donnait égalité avec une légère tendance favorable à M. Bartolone. Et puis, dans votre oreillette,